Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcast d'Android, sur Spotify, SoundCloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Je suis Perrine Corvézier, j'ai cofondé avec Amélie Dag la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Laura Waxpasa. Laura Waxpasa est une entrepreneuse. Elle a connu les grands groupes internationaux et le conseil en indépendante. Elle aborde les compétences nécessaires et développées à chacune des étapes de sa carrière. Elle parle de son besoin de trouver le sens de son travail et son équilibre. Très créative, très exigeante, Laura partage sans fausse modestie le chemin qu'elle a parcouru. Elle nous a reçus chez elle un matin, tôt, où son chat avait très envie de sortir. Vous l'entendrez parfois miauler et sauter. Bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet enregistrement de podcast. Bien volontiers. Et merci de nous accueillir chez toi pour l'enregistrement. C'est très confortable. Laura, tu as un parcours professionnel très riche et varié. C'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes ? Alors, je me présente comme une entrepreneuse financée par un grand groupe. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur le projet ou c'est top secret ? Alors, je suis en charge de lancer une start-up en tant que co-founder pour le compte d'un grand groupe qui cherche à développer une idée très créative et assez complexe et pour lequel ils ont préféré faire appel à un entrepreneur pour le faire à leur côté. Super, excitant. Absolument. J'aimerais qu'on prenne le temps de revenir un peu sur ton parcours professionnel et parce que tu as été à la fois employé dans des grands groupes, dans des maisons familiales, tu t'es installé à ton compte, tu as fait du conseil. Cette variété-là, est-ce que ça a toujours été ton objectif ? Est-ce que tu as toujours cherché à changer d'univers ? Alors pas du tout, j'avais fait aucun plan de carrière. J'ai un tempérament un peu fonceuse. En tout cas, dans la première partie de carrière, maintenant, je prends le temps d'observer un petit peu plus avant de foncer. Ça, on ne se refait pas complètement. Les compétences que tu as développées au début de ta carrière dans un grand groupe, est-ce que tu as l'impression d'avoir continué à les exploiter ? Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment des compétences qu'on garde toujours. En fait, même si on travaille sur ces compétences, il y a toujours un bagage qui vient de sa nature profonde, de ce qu'on a appris au départ, de ce qu'on aime bien faire. Donc en ce qui me concerne, je dirais que ce que je garde toujours, c'est une grande détermination, une capacité d'écoute qui dans mon métier est très importante, d'absorber, de conceptualiser. Compétence aussi du côté de l'intuition. Et ça reste, ouais.
Tu as eu des formations sur ces compétences ou c'est vraiment du pur inné? Non, j'ai jamais été formée. Par contre, je les ai beaucoup pratiquées. Donc, en fait, elles se sont adaptées aux différents contextes dans lesquels je travaillais. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as dû développer spécifiquement pour chacune de tes phases de carrière? Est-ce que tu peux peut-être nous les détailler un peu une par une peut-être? Oui, des choses effectivement qui s'apprennent pas forcément dans des formations, en tout cas dans les formations d'école de commerce comme moi j'ai pu le faire, et qui effectivement chaque moment de carrière en fait appelle une nouvelle série de compétences. Je dirais que dans le grand groupe, ce que j'ai appris, pas tout de suite parce qu'au départ c'était pas tellement nécessaire, mais j'ai beaucoup appris la stratégie, un peu la tactique. J'ai appris à faire avancer mes projets. Et ça, c'est ça me semblait nécessaire dans ces contextes-là de rajouter ce type de compétences. Et j'ai appris sans plaisir à faire ça parce que je trouvais que c'était quelque chose de nécessaire mais de pas amusant, mais j'ai appris à le faire, ouais. Quand tu dis la compétence stratégique, sur quoi tu t'appuies au fond de toi pour développer une stratégie? Je m'appuie sur les choses qui font du sens, parce que c'est ce qui m'anime et qui m'a toujours animée. Donc c'est des points d'appui très forts chez moi. C'est qu'est-ce qui fait du sens? Est-ce que c'est utile? Et du coup, je suis capable effectivement de développer des stratégies et des tactiques pour arriver à bon port. Et dans un grand groupe, on n'est jamais seul, on est toujours entouré d'équipes, de personnes, de partenaires. Qu'est-ce que tu avais l'impression de mettre en œuvre en termes de collaboration avec ces personnes-là? Absolument, et on est souvent entouré de collaborateurs de très grande qualité. Et dans la première partie de ma carrière, j'ai su les entraîner, mais comment dire, parce qu'ils comprenaient en fait là où je souhaitais y aller, mais j'avais pas du tout de capacité de communication. En l'occurrence, je pense que je suis une bonne leader, mais une très mauvaise manageuse, parce que quand il s'agit de gérer les choses et les personnes sans un but ou un sens précis, ça m'intéresse moins. Donc, du coup, je les entraînais quand moi je voyais du sens, et ça faisait des projets passionnants, très exaltants, avec des équipes très motivées. Et quand on perdait le sens, c'était pas toujours simple de maintenir la qualité de relation, etc. Est-ce que c'est ce défaut de sens qui a fait que tu as voulu changer d'entreprise et de métier? Oui, absolument. D'accord, ok. Tu as eu ensuite un gros changement, c'est-à-dire que tu t'es installé à ton compte. Oui. Et là, raconte-nous un peu comment ça se passe, l'installation à ton compte. Qu'est-ce que tu dois développer de différent? Dans quel contexte tu te trouves? Et qu'est-ce que tu mets en œuvre comme talent pour t'épanouir, être performante et en vivre? Oui, effectivement, c'est une grosse remise en question. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur du vide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reculent parce que des questions de statut, de rassurer les proches, d'avantages, de regard des autres peuvent arrêter. Donc une fois qu'on s'est dit que ça avait peut-être pas tellement d'importance, en tout cas pour soi. Ensuite, ce qui est formidable dans l'indépendance de cette forme de travail, c'est qu'on peut fixer son propre cadre. Et donc ça, c'est une compétence que j'ai vraiment apprise. C'est ce dialogue en fait avec les clients, prospects,
de se dire, de quoi as-tu vraiment besoin et qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que je ne peux pas t'apporter, où s'arrête ton besoin et proposer en fait un cadre de travail qui n'est pas donné. Et c'est ça qui est très intéressant à mettre en œuvre et apprendre à le faire petit à petit. Donc là, tu t'es appuyé sur ton écoute pour comprendre ce dont tes interlocuteurs avaient besoin. Oui, j'ai aussi en fait investi dans ce travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec une coach parce que c'est une compétence que j'avais pas du tout, de savoir établir un cadre. Je me suis aussi beaucoup renseignée dans mon réseau professionnel et amical auprès de gens qui déjà travaillaient de cette façon-là, regarder en fait comment ils faisaient des propositions, quelles étaient les différentes façons de facturer, tout ce qui est statut de ces entreprises indépendantes, etc. Donc on apprend comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme chemin. Les clients avec qui tu travaillais, ou les projets sur lesquels tu travaillais, pourquoi est-ce qu'ils te choisissaient toi ? Est-ce que tu as réussi à trouver les raisons ? Oui, au départ, effectivement, c'était une question que je me posais parce que j'ai pas du tout, au départ, prospecté pour chercher des clients. En fait, j'ai eu la chance qu'ils viennent à moi. Donc, du coup, je me suis dit, ils doivent trouver quelque chose que je vois pas forcément moi directement. Et je pense qu'ils m'ont choisi effectivement pour ses capacités conceptuelles, stratégiques, de prendre un problème très complexe et d'en trouver des solutions créatives pour les dépasser et puis pour y trouver une base entrepreneuriale qui puisse effectivement être le creuset de nouvelles entreprises. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils venaient me voir. Donc une forme de créativité ? Une créativité assortie à une compétence analytique et d'observation et puis une conceptualisation ensuite d'une ou plusieurs idées. Ouais. Dans ces nouveaux projets, tu travaillais en équipe, mais avec des équipes très réduites par rapport à ce que tu avais eu l'expérience de mettre en place avant. Comment est-ce que ça, tu t'es adapté ? Qu'est-ce que ça a généré ? Qu'est-ce que ça t'a demandé comme effort ou comme Oui, ça c'était effectivement très intéressant et ça m'a beaucoup libérée parce que comme je te le disais tout à l'heure, je pense que j'ai été une bonne patronne, mais pas toujours en fonction effectivement du sens personnel que j'y voyais. En fait, quand j'y voyais plus de sens, je me sentais gênée vis-à-vis de l'investissement que je demandais aux autres, alors que justement dans ce contexte de travail indépendant, je me suis entourée d'autres personnes qui, comme moi, savaient créer leur propre cadre, comprenaient mieux leurs compétences, jusqu'où ces compétences allaient, savaient dire non. Et donc du coup, en fonction des projets que j'avais, je m'entourais de telle ou telle personne, photographe, graphiste, agence digitale. Et j'ai trouvé ça très intéressant et du coup beaucoup plus sain comme contexte de travail parce que chacun sait ce qu'il fait et puis est plus autonome dans sa relation à la mission, etc. Comment est-ce que tu cherches les qualités, les compétences chez les autres quand tu composes une équipe comme ça sur mesure ? Parce que tu sais que tu as besoin d'un photographe, par exemple, pour un projet. Mais du coup, comment est-ce que tu creuses sur l'affinité, la complémentarité Comment est-ce que tu creuses tous ces sujets-là ? Je pense que je cherche avant tout une base de compétences techniques bien maîtrisée. Et après, un fit personnel entre mon client et ce fournisseur ou prestataire. Voilà. Et comment est-ce qu'on détermine un fit ? Sur quoi on s'appuie ? Alors, on s'appuie beaucoup sur l'intuition, sur la compréhension profonde de qui sont les gens. Donc, effectivement, je travaille beaucoup avec des gens
que je connais assez bien, que j'ai vu à l'œuvre, à qui je fais confiance et que j'essaye de bien briefer sur le contexte particulier qui est le nouveau. Donc j'ai un réseau effectivement très fidèle, avec beaucoup d'amitié professionnelle ou de relations professionnelles et que je revois régulièrement et que maintenant j'ai appris à entretenir. C'est-à-dire qu'avant c'était juste de l'affinité amicale et maintenant je sais à quel point ces relations-là sont précieuses et que ça s'entretient et que ça s'enrichit. Voilà. Est-ce que tu mets des mots sur les compétences que tu recherches? C'est-à-dire que quand tu vas voir un photographe, tu lui dis « j'ai besoin que tu aies telle posture, tel savoir-être aussi » ou est-ce que ça tu le décris pas? C'est pas quelque chose qu'on dit? Non, parce que j'estime qu'on peut pas changer la nature des gens et qu'ils sont comme ils sont et que si je les ai choisis, c'est qu'il n'y a pas de misfit particulier. Donc non, je conseille jamais une posture. En fait, je décris le contexte, la personnalité de la personne avec qui on va travailler. Mais non, c'est tout. Et est-ce que tu fais des feedbacks? Ça t'est arrivé de faire des feedbacks sur à la fois les compétences techniques mises en œuvre, mais aussi les compétences comportementales ou relationnelles? Oui, absolument. Et ça, c'est un point très important. Ça, c'est une compétence que j'ai acquise plus tard, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense que les choses sont évidentes, alors que, en fait, il faut absolument les préciser. Et donc, j'ai appris à faire des feedbacks beaucoup plus précis et pas des feedbacks inconditionnels, genre c'est génial, c'est top ou j'adore. Tout ça, je considère que ça fait partie de la sphère personnelle. Et je fais du feedback précis pour que les gens sachent en fait pourquoi telle ou telle chose a été appréciée ou pas. Donc un bon feedback pour toi, c'est quoi? C'est un feedback conditionnel, c'est-à-dire précisé et plutôt court que long, mais avec beaucoup de contenu. Et puis, pas que dans le positif, aussi dans les points de développement. Voilà. Donc tu as travaillé dans des gros groupes, tu as travaillé à ton compte, tu as beaucoup travaillé. Et en même temps, tu as une famille, tu as une vie personnelle. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu composes l'équilibre? Est-ce que tu l'as composé d'ailleurs? Alors, c'est toujours un work in progress. Je trouve que ça rend la vie des femmes particulièrement riche parce qu'on veut tout embrasser pleinement. Que quand effectivement on a des caractères intenses, on fait tout avec intensité. J'ai aussi une forme d'exigence qui fait que j'ai du mal à m'arrêter avant que ce soit à 100 ou 150%. Donc en fait la recherche d'équilibre, c'est un sujet maintenant qui ne m'inquiète plus et qui me passionne. Donc déjà le changement de perspective sur le sujet est important. À un moment, ça m'a inquiété, ça m'a déstabilisé, au point de vouloir effectivement changer le cadre. Et c'est pour ça que j'ai changé mon cadre en passant de grands groupes à une forme d'indépendance choisie, et dans lequel effectivement je peux explorer, construire cette façon de tout embrasser en même temps. Et je pense qu'il faut renoncer à rien. Il faut garder la même ambition que l'on a, ne pas avoir de regrets, mais faire les choses différemment, choisir, prioriser, et comprendre pourquoi on fait les choses. On revient à donner du sens et avoir du sens. Absolument. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès? Oui, alors c'est la première société que j'ai montée en tant qu'intrapreneuse pour L'Oréal. Donc c'est une marque de cosmétiques pour des esthéticiennes qui s'appelle Keraskin. Et en fait, L'Oréal m'a donné carte blanche pour imaginer une marque et monter une équipe autour de ce besoin de mettre entre les mains des meilleures esthéticiennes du monde des bons produits. Pourquoi c'était un succès? Alors, c'était un succès, un échec, les deux.
Ça a été un succès parce qu'on a réussi à créer en fait une marque de très grande qualité en faisant une collaboration avec les laboratoires L'Oréal qui fait encore date, c'est-à-dire que je suis encore très amie avec toutes ces personnes du laboratoire qui disent c'était un moment suspendu en fait de pouvoir créer avec autant de liberté et autant d'exigence des produits et que c'était rare dans un grand groupe. Donc on a pu mettre en œuvre effectivement une forme de collaboration très créative avec beaucoup moins de contraintes parce qu'on était dans un contexte de produits professionnels et pas des produits grand public et que avec une forme de confiance et de professionnalisme qui s'est mis en place avec les labos, on a complètement repoussé les barrières du possible dans un grand groupe. Donc ça, c'était très exaltant. Donc c'est une grande réussite. Ces formules, donc une vingtaine qu'on a créées, restent des produits qui aujourd'hui font plein de petits chez L'Oréal et qui sont restés des produits un peu phares et un peu nouveaux. Ça a été un échec parce que la marque n'existe plus aujourd'hui. Elle a duré 6 ans et en fait, L'Oréal a racheté Carita, qui n'était pas disponible à l'époque de la création de Keraskin. Et en fait, l'un a remplacé l'autre. C'était un succès, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est la partie du succès, parce que finalement, quand tu étais là, c'était un succès. Sur quel talent personnel, pourquoi est-ce que c'était un succès grâce à toi? C'est ça qui va m'intéresser. Toi et ton équipe, toi et tes partenaires, j'ai compris. Mais toi, qu'est-ce que tu as mis en œuvre? En quoi tu as été irremplaçable dans ce succès? Je pense que j'ai eu une détermination implacable. C'est-à-dire que les personnes autour de moi que j'embarquais sentaient que j'avais aucun doute sur la finalité, plein de doutes sur le comment et que du coup j'avais vraiment besoin d'eux sur comment mettre en œuvre, voilà, mais que c'était important et que ce qui m'animait vraiment, c'était que j'avais rencontré une population que je connaissais pas du tout, qui sont les esthéticiennes et qui ont une relation rare par rapport à la peau des gens parce qu'elles passent leur journée en fait en contact intime avec des personnes. Elles observent la peau sous un angle très différent de ce qu'on observe d'habitude en cosmétique. Et je voyais à quel point c'était des personnes qui jusqu'ici étaient considérées comme peu importantes. Et ça m'animait terriblement. Et du coup, ça donnait effectivement du sens à ce que je faisais. Et j'étais absolument déterminée à leur donner des beaux outils de travail. Et ta détermination, comment est-ce que tu la transmettais aux autres? Comment est-ce que tu la faisais voir? Oui, alors je pense que justement par la force de travail que je mettais en œuvre, du coup je pense qu'il y avait une valeur d'exemple dans cet engagement. D'ailleurs, trop total. À l'époque, j'avais 1 puis 2 enfants. Et effectivement, dans mes ordres de priorité, même si je disais que ma famille était importante, je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment le fait d'aboutir sur le projet professionnel qui était en haut de mes priorités. Et je pense que j'aurais pu, en fait, en refaisant le film des choses, je pense que en ayant ma famille aussi comme priorité, j'aurais pu aboutir aussi. Mais à l'époque, je n'arrivais pas trop à trier tout ça. J'étais encore dans le modèle work first. Et voilà, donc je pense que ça m'a aidé effectivement à entraîner tout le monde là-dedans. Mais que je ne me suis pas du tout protégée non plus de cet engagement excessif. Et que si c'était à refaire, je pense que j'aurais été plus efficace et aussi plus utile en ayant une forme de mesure et en tout cas en prenant en compte mes besoins aussi là-dedans. Est-ce que tu avais à l'époque des retours de tes managers sur justement ton engagement peut-être excessif ou sur ton endurance, le risque de ne pas tenir dans la durée en étant aussi intense? Est-ce que tu avais eu des retours là-dessus? Alors pas du tout, c'est une société un peu paternaliste qui valorise l'engagement total, qui ne met
qui ne m'était à l'époque, parce que maintenant ça fait 10 ans, donc c'est... je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a des évolutions, il y a une prise en compte plus importante de ça, mais à l'époque, pas du tout. Il y a, voilà, ni côté RH, ni côté manager. Voilà, mais bon, je leur jette pas la pierre parce que en fait, la première personne qui doit prendre soin de soi, c'est soi-même. Et moi, je savais pas non plus le faire. Donc voilà, le contexte n'était pas très, ne savait pas le faire. Moi, je savais pas le faire. Donc tout était mis en œuvre pour que les gens soient dans une forme d'excès qui effectivement portent les projets, mais aussi font que parfois, voilà, il y a des moments où le sens est perdu et où c'est moins... il peut y avoir des moments de doute ou d'aigreur aussi, parce qu'à un moment, il y a de la fatigue ou de la perte de sens. Et comment est-ce que tu repuisais ton énergie ? Mal, parce qu'à l'époque, j'avais justement pas du tout encore appris à savoir ce qui me ressourçait vraiment. Donc, je partais en vacances comme tout le monde, mais en fait, mes vacances me reposaient pas vraiment. J'étais souvent... pendant les vacances, je rattrapais ce que j'avais pas fait avec mes enfants pendant que je travaillais. Et donc, je revenais de vacances aussi fatiguée que j'en étais partie. Donc, en fait, je n'avais pas du tout encore appris cette compétence de ressourcement indispensable et profond que j'ai appris depuis. Tu peux nous en parler de cette compétence que tu as développée, du coup ? Alors oui, ça passe vraiment par un travail sur soi, de compréhension de ce qui fait de la vraie réparation, ressourcement, aussi ce qui réalimente le puits de créativité. Donc en ce qui me concerne, moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de silence, donc j'ai besoin de moments où personne me parle, où je parle à personne, où je lis. Donc j'ai appris en fait à partir, à quitter ma famille pendant 2-3 jours. Alors au début c'était juste une fois par an et maintenant je sais le faire plus souvent. Ma famille a compris pourquoi je le faisais, n'y voit pas d'inconvénient, mais tout ça, ça prend du temps à expliquer, ce que ce soit pas perçu comme menaçant ou inquiétant. Voilà, la lecture pour moi est aussi un ressourcement profond parce que ça m'ouvre aussi vers d'autres choses, ça me nourrit, mais il faut que j'ai eu le silence avant la lecture. Voilà, donc l'ordre des ressourcements est aussi important. Est-ce que tu as pratiqué des techniques comme la sophrologie, la méditation ? Est-ce que tu as été formée à ça ? Est-ce que tu as essayé ? Est-ce que ça t'a aidé ? Alors, je conseille d'essayer toutes ces choses-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de compétences dedans et que chacun verra où il y trouve une ressource. Moi, c'est le yoga qui à un moment a été un besoin. Et donc, du coup, j'ai su faire du yoga alors qu'avant, ça ne me parlait pas du tout. Le yoga m'a réappris à respirer, ce que c'est drôle, c'est vraiment une compétence en fait. J'avais jamais fait attention à la respiration et maintenant je fais attention à la respiration. Donc moi c'est plutôt par ça que c'est passé. Je m'intéresse à la méditation, mais j'ai pas encore trouvé l'angle qui me convient. Très bien. Est-ce qu'il y a des compétences que tu n'as pas encore tout à fait acquises ou développées et sur lesquelles tu cherches à développer ? Alors, je ne sais pas si c'est une compétence ou si c'est un trait de caractère, mais il y a une chose que j'ai besoin et envie de travailler, c'est la légèreté. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, comme on l'a dit, de très engagé, de très intense. Et parfois, je me fatigue moi-même dans les projets en gardant ce niveau d'intensité. Et je veux absolument travailler le fait de garder une forme de distance, d'humour et de légèreté, et de gérer l'intensité que je m'impose parfois toute seule.
Et ça, tu comptes le développer comment ? En prenant conscience déjà, en observant les gens qui savent pratiquer ça. Voilà. Dans mes autres ressources dont on n'a pas parlé, il y a aussi les copines et les amies filles avec lesquelles, en fait, justement, il y a cette ressource de légèreté. C'est-à-dire qu'un dîner entre filles, souvent, c'est bien plus efficace que plein d'autres choses. Donc, effectivement, peut-être avec le réseau d'amis, j'essaierai de cultiver cette légèreté. Aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rentre sur le marché du travail ? À un jeune, une jeune, qui a peut-être fini ses études. Voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à toi ? Ouais, de faire ce chemin, alors c'est facile à dire parce que c'est vrai que je trouve que ce chemin d'apprentissage que j'ai fait tardivement, à partir de 40 ans en ce qui me concerne, j'aurais tellement aimé le faire avant, ça m'aurait évité parfois des crispations, de la fatigue mentale, de l'énervement, de l'incompréhension et tout. Et en même temps, je me dis que c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai bien compris ensuite comment les mettre en œuvre. Donc bon, je ne sais pas si on peut vraiment l'apprendre dans les formations initiales, mais quand je me refais le film en fait de mes formations école de commerce et puis après à l'INSEAD, ce développement personnel s'était réduit à portions congrues. Voilà, donc mon conseil, ce serait de savoir que c'est important, d'être en contact avec des personnes qui vont être des passeurs de ces recettes et de ces savoir-faire, et d'apprendre très tôt des choses aussi simples que de savoir cadrer son travail soi-même, être autonome, ne pas dépendre du regard des autres, savoir dire non. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement aidantes dès le départ d'une carrière. Mais difficile, savoir apprendre à dire non au début de sa carrière. Moi, ça m'a pris 40 ans. C'est très, très difficile. Mais ça aide tellement tout le monde. Alors, c'est pas des non, hein. Il y a oui, mais, non, plus tard. Donc, il y a toutes sortes de variations, mais c'est essentiel. Est-ce que tu penses que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail doivent se trouver des mentors ? Est-ce que toi, tu as eu des mentors qui t'ont inspiré ou c'était pas une ressource disponible pour toi ? Alors, je pense qu'il y a mentor et mentor. Si c'est un mentor paternaliste qui va donner ses recettes du monde d'hier à quelqu'un d'aujourd'hui, non. Si c'est quelqu'un qui a assez travaillé sur soi pour avoir la juste distance, oui. Très bien, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel ? Te souhaiter à toi et puis à toi en tant que professionnel ? Alors là, je suis dans un moment justement que j'ai accepté cette mission je suis retournée vers les grands groupes. Donc avec l'inquiétude de me dire je vais me faire réaspirer dans ces problématiques politiques, etc. Mais en même temps, j'y vais beaucoup plus forte de tous ces apprentissages que j'ai faits en parallèle et puis aussi de l'expérience que j'ai. Mon projet à part faire aboutir ce projet entrepreneurial, qui est évidemment le but premier. D'un point de vue de développement personnel, je cherche par ce projet à allier l'agilité et la créativité que j'ai acquise par mon expérience entrepreneuriale récente et la créativité qui a toujours été la mienne à une forme de puissance. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer d'allier les deux. Et de se dire, en fait, les grandes entreprises, c'est pas tout méchant. En fait, l'entreprise a besoin de gagner en agilité et en créativité. C'est des structures qui se sont un peu perdues en route, qui ont un problème de taille, qui sont devenues trop lourdes, mais elles ont une puissance et un impact. Et du coup, ça permet, en fait, de porter les idées qui ont du sens, en les associant à une forme de puissance. Donc c'est mon projet de développement et j'espère que ce projet va pouvoir allier les deux. Du coup, quelles compétences tu
penses développer dans ce projet-là? Quelles nouvelles compétences tu penses mettre dans ta besace? Saut spectaculaire du chat. Je vous présente Tilda. Alors peut-être c'est la compétence d'acrobate comme ma chatte. Du coup, en fait, ce serait effectivement la compétence de rester, c'est-à-dire même dans les moments où en fait le côté grand groupe, pression, absurdité va réapparaître, et je suis sûre qu'il y a un moment où si notre projet est très excitant, les défauts, la surexcitation du grand groupe, voilà, trop de moyens, etc., ça va me sembler absurde, et je veux absolument résister à la tentation de dire non, stop, etc. Je veux rester malgré une part d'absurdité et être là pour retisser les liens du sens et que les choses émergent, même si c'est pas à 100% comme je l'aurais pensé, au moins à 70-80, ça sera déjà bien. Une forme de persistance. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir parlé, de t'être confié. Et puis à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour de nouveaux épisodes.